La limousine noire s'arrêta devant l'hôpital privé le plus cher de la ville. Charles Thompson sortit de la voiture en tenant son fils de 6 ans dans ses bras. Lucas n'était pas blessé physiquement, mais son corps était complètement rigide, les yeux fixés dans le vide. Il ne clignait pas. Il ne pleurait pas. Il ne réagissait pas. « Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose !» cria Jennifer au médecin qui courait avec un brancard. Sa robe en soie était tachée de sang. Pas le sien. Le sang de sa mère, qui était morte 10 minutes plus tôt dans un accident de voiture. Devant Lucas. Les médecins examinèrent le garçon. Aucune blessure visible. Fréquence cardiaque normale. Pression normale. Mais lorsqu'ils essayèrent de poser des questions simples, Lucas ne répondit pas. Lorsqu'ils lui offrirent un verre d'eau, il ne bougea pas. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était simplement éteint. « Monsieur Thompson, » dit le médecin après 3 heures d'examen, « physiquement, votre fils va bien. Mais psychologiquement, il est entré dans un état de choc profond. Il peut lui falloir des jours, des semaines, voire des mois pour surmonter ce traumatisme. » Le médecin se trompait. Il fallut 3 ans. Et pendant ce temps, Lucas Thompson n'a prononcé aucun mot. Le garçon n'émettait aucun son. Ni pleurs, ni gémissements. Juste ce silence assourdissant qui dominait sa vie depuis 3 ans. Depuis le jour de l'accident. Depuis le jour où sa grand-mère maternelle était morte sous ses yeux, dans un accident de voiture en route pour l'école. Jennifer s'approcha lentement, comme si elle s'occupait d'un animal effrayé. Elle tendit les bras, mais Lucas recula. Ses yeux ne montraient ni reconnaissance, ni amour. Juste de la peur. Toujours de la peur. Charles sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro déjà enregistré en mémoire. Dr Patterson. Le 13e spécialiste en 3 ans. L'homme décrocha au 2e son, sa voix calme et professionnelle coupant le désespoir de l'homme d'affaires. Il a eu une autre crise, dit Charles en passant la main dans ses cheveux grisonnants. Pire que la précédente. De l'autre côté de la ligne, le psychiatre soupira. C'était le même soupir que tous les autres. Ce soupir qui disait sans mots, « Je ne sais pas quoi faire avec votre fils ». Le manoir Thompson occupait un pâté de maisons entier dans l'un des quartiers les plus chers de la ville. 17 chambres, piscine couverte et extérieure, cinéma privé, cours de tennis. Charles avait construit un empire dans le domaine de la technologie. Son entreprise développait des logiciels de sécurité pour les banques et les gouvernements. Il avait assez d'argent pour acheter n'importe quoi. N'importe quoi, sauf la voix de son propre fils. Au cours des 3 dernières années, Lucas avait subi tous les traitements imaginables. Thérapie cognitivo-comportementale avec le meilleur psychologue pour enfants du pays. Séance d'hypnose avec un spécialiste venu directement de Boston. Médicaments expérimentaux approuvés uniquement pour la recherche. Techniques alternatives avec cristaux, aromathérapie, musicothérapie. Charles avait même payé 50 000 $ pour qu'un gourou indien passe 2 semaines au manoir, essayant de réaligner l'énergie vitale du garçon. Rien ne fonctionna. Lucas restait prisonnier de son monde silencieux. Jennifer passait ses journées enfermée dans sa chambre, prenant des anxiolytiques prescrits par son propre psychiatre. Elle avait abandonné sa carrière d'avocate d'entreprise pour se consacrer à son fils, mais la dévotion s'était transformée en obsession, et l'obsession en désespoir. Ses amis avaient arrêté de l'appeler. Les invitations au dîner de charité avaient cessé d'arriver. L'épouse du milliardaire de la technologie était devenue une ombre d'elle-même, errant dans les couloirs de sa propre maison comme un fantôme. Le mariage tenait à un fil. Charles travaillait 16 heures par jour pour ne pas avoir à affronter l'échec à la maison. Jennifer buvait du vin blanc au petit déjeuner. Et Lucas restait assis à la fenêtre de sa chambre, regardant le vaste jardin qu'il n'avait jamais la permission d'explorer. La routine du garçon était minutieusement contrôlée. Réveil à 7 heures. Petit déjeuner supervisé par la nutritionniste. Cours particulier avec 3 enseignants différents. Déjeuner. Séance de thérapie. Goûter. Plus de cours. Dîner, bain, coucher, tout à l'intérieur de ces murs blancs et froids qui ressemblaient plus à un hôpital de luxe qu'à un foyer. Lucas n'avait pas d'amis. Il ne jouait pas avec d'autres enfants. Il n'allait pas aux anniversaires. Charles et Jennifer pensaient que l'exposition sociale serait trop traumatisante. Ils le gardaient en sécurité. Protégé. Isolé. Le matin suivant la crise, une femme apparut à la grille du manoir. Elle n'avait pas de rendez-vous. Pas de carte de visite. Pas de vêtements de marque ni de diplôme accroché au mur. Elle s'appelait Grace Washington et avait 62 ans. Cheveux gris attachés en un chignon simple, peau noire marquée par le temps et le soleil, main calleuse de quelqu'un ayant travaillé toute sa vie. Grace tenait un papier froissé avec l'adresse du manoir Thompson.
Une amie travaillant comme femme de ménage dans une clinique privée lui avait parlé du garçon qui ne parlait pas. Et quelque chose en Grèce, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, lui dit qu'elle devait être là. Le garde de la porte la regarda avec méfiance. Une femme noire vêtue simplement, sans voiture, demandant à parler à M. Thompson. Il allait la renvoyer lorsqu'apparut Jennifer, revenant de sa promenade matinale. « Que se passe-t-il » demanda Jennifer en retirant ses écouteurs. Grace se retourna et ses yeux rencontrèrent ceux de la femme riche. Il n'y avait aucun jugement, aucune envie, juste une profonde compassion que Jennifer n'avait pas vue depuis des années. « Je m'appelle Grace. J'ai entendu parler de votre fils. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas thérapeute. Mais j'ai élevé 7 enfants seuls, travaillé dans un foyer pour enfants défavorisés pendant 20 ans et perdu un petit-fils dans un accident de voiture il y a 5 ans. Lui aussi avait cessé de parler, jusqu'à ce que je découvre ce dont il avait vraiment besoin. » Jennifer resta immobile, le cœur battant. Une part d'elle voulait renvoyer cette femme. Mais une autre part, celle qui mourait un peu chaque jour à l'intérieur, voulait croire qu'il y avait encore de l'espoir. « Entrez, » dit Jennifer, surprise de sa propre voix. Grace franchit la grille et marcha, à travers le jardin impeccable, jusqu'à la porte principale. Elle ne se laissa pas impressionner par la taille de la maison ou le luxe environnant. Elle avait déjà vu la richesse auparavant et savait que l'argent ne réchauffait le cœur de personne. Lorsqu'elles entrèrent dans la maison, Charles descendait les escaliers, parlant au téléphone d'une réunion du conseil d'administration. Il s'arrêta en voyant l'étrangère dans le salon. « Jennifer, que se passe-t-il » ? « Elle est venue aider Lucas, » dit Jennifer, et il y avait quelque chose dans sa voix que Charles n'entendait plus depuis longtemps. L'espoir. Charles regarda Grace de haut en bas. Il vit une femme simple, probablement sans éducation formelle, définitivement sans argent. Sa première réaction fut le mépris. Comment cette femme pouvait-elle aider alors que les meilleurs spécialistes du pays avaient échoué? Mais alors Grace le regarda directement dans les yeux, et Charles ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse. Elle était là pour une raison qu'il ne comprenait pas, mais qui semblait plus grande que tous les deux. « Monsieur Thompson, » dit Grace d'une voix ferme mais douce, « votre fils n'a pas besoin de plus de traitement. Il a besoin de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Si vous me donnez une chance, je peux vous le montrer. » Le silence dans la pièce était lourd. Rebecca et les autres employés observaient cachés, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Charles regarda Jennifer, qui acquiesça légèrement. Contre tous ses instincts d'homme d'affaires, contre toute logique, il accepta. « Vous avez une semaine, » dit Charles. Grace sourit. « Vous n'aurez pas besoin de tant de temps. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Et laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. » Maintenant, ce que Grace a fait ensuite a tout changé pour toujours. Au 2e étage, Lucas était assis dans la même position qu'à l'habitude, regardant par la fenêtre. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Il ne se retourna pas lorsque des pas se rapprochèrent. Il était habitué aux nouvelles personnes essayant de le réparer. Tous échouaient. Tous abandonnaient. Mais Grace ne s'approcha pas de lui. Elle ne prononça pas son nom avec cette voix forcée et joyeuse que tous utilisaient. À la place, elle s'assit par terre, à quelques mètres, et commença à faire quelque chose de complètement inattendu. Elle se mit à chanter. Ce n'était pas une chanson pour enfants. Ce n'était pas une berceuse. C'était un ancien spiritual que sa grand-mère chantait dans les champs de coton il y a des générations. Une chanson sur la douleur, sur la perte, sur la recherche de la lumière dans l'obscurité. Lucas tourna la tête pour la première fois. Ses yeux bleus rencontrèrent ceux de Grace, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance. Une connexion. Elle comprenait sa douleur parce qu'elle portait la sienne. Grace arrêta de chanter et ouvrit la paume de sa main. Elle y tenait un petit objet en bois sculpté. Un oiseau. Simple, fait à la main, imparfait. « Mon petit-fils a fait ça avant de mourir, » dit-elle doucement. « Il m'a dit que les oiseaux naissent pour voler, mais qu'ils oublient parfois comment. Ils ont besoin de quelqu'un pour le leur rappeler. » Lucas regarda l'oiseau. Ses mains tremblèrent. Et pour la première fois en 3 ans, il tendit le bras vers une autre personne. Les petits doigts de Lucas touchèrent le bois rugueux de l'oiseau sculpté. Grace ne bougea pas, elle ne sourit pas avec cet excès faux que tout le monde faisait. Elle garda simplement la main tendue, laissant le garçon choisir. Et il choisit. Il prit l'objet avec précaution, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse du monde, et le porta contre sa poitrine. Jennifer regardait depuis la porte, les mains couvrant sa bouche pour étouffer un sanglot. Charles était à ses côtés, rigide comme une statue,
mais ses yeux étaient humides. En 3 ans, Lucas n'avait jamais saisi volontairement quelque chose que quelqu'un d'autre lui offrait. Il mangeait parce qu'on lui mettait de la nourriture devant lui. Il s'habillait avec ce qu'on lui préparait. Mais jamais, jamais il n'avait choisi. Grace se leva lentement, ses genoux craquant sous le mouvement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le vaste jardin en contrebas. Plate-bande de fleurs importées, fontaine en marbre, statues grecques. Un décor parfait qui semblait tout droit sorti d'un magazine. « Ce garçon vit dans une prison magnifique », dit-elle sans se retourner. Sa voix était basse, mais chaque mot tranchait comme une lame. Vous avez construit un monde sûr pour lui. Tellement sûr que vous avez oublié que les enfants ont besoin de danger. Ils ont besoin de tomber, de se salir, de se blesser. Ils ont besoin de vivre. Charles fit un pas en avant, la mâchoire tendue. Vous ne comprenez pas. Après l'accident, les médecins ont dit que tout traumatisme supplémentaire pourrait aggraver son état. Nous ne faisons que protéger notre fils. Grace se retourna enfin, et ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme d'affaires avec une intensité qui le fit reculer. Protéger ou cacher? Il y a une différence, monsieur Thompson. Une grande différence. Le silence qui suivit était chargé de vérités non dites. Jennifer sentait le poids des mots de Grace sur ses épaules. Combien de fois avait-elle annulé l'idée d'emmener Lucas au parc? Combien de fois avait-elle dit non quand il regardait d'autres enfants jouer dans la rue? Elle pensait être une bonne mère. Une mère attentionnée. Grace se remit à genoux à côté de Lucas, qui tenait toujours l'oiseau en bois. « Sais-tu ce que font les oiseaux quand ils sont enfermés » demanda-t-elle doucement. « Ils cessent de chanter. Ils oublient leur propre voix. Même quand la cage est faite d'or. » Lucas leva les yeux vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Une étincelle de compréhension qui n'existait pas avant. « Demain matin, » dit Grace en se levant et en regardant Charles et Jennifer, « je vais emmener Lucas quelque part. Vous n'allez pas aimer. Ce sera le contraire de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Mais si vous voulez vraiment récupérer votre fils, vous devrez me faire confiance. » Charles croisa les bras. « Vers où exactement comptez-vous emmener mon fils ? » « Au parc public du centre-ville. Celui où les gens ordinaires emmènent leurs enfants. » Jennifer pâlit. « Cet endroit est rempli d'inconnus. Il n'y a pas de sécurité. Pas de contrôle. Lucas pourrait faire une crise. Il pourrait se blesser. Il pourrait vivre, » interrompit Grace. Pour la première fois en 3 ans, il pourrait vraiment vivre. La discussion dura tout l'après-midi. Charles appela le docteur Patterson, qui alerta sur les risques. Il appela 2 autres spécialistes, qui dirent la même chose. Jennifer était partagée entre la peur qui dominait chacune de ses décisions et cette petite voix intérieure qui criait que rien de ce qu'ils avaient fait jusqu'ici n'avait fonctionné. Cette nuit-là, Lucas dormit avec l'oiseau en bois sous l'oreiller. Pour la première fois depuis des mois, il ne se réveilla pas en hurlant silencieusement au milieu de la nuit. Pour la première fois, son sommeil fut profond et paisible. Grace resta dans l'une des chambres d'invités. C'était une pièce plus grande que sa maison entière, avec salle de bain en marbre et lit king size. Mais elle remarqua à peine le luxe. Elle pensait au garçon, à ses yeux bleus pleins de douleur emprisonnée. Elle avait déjà vu ce regard auparavant. Sur son propre petit-fils, après l'accident qui avait emporté ses parents. L'enfant avait cessé de parler, s'était fermé au monde. Et les médecins, avec tous leurs diplômes et appareils coûteux, n'avaient pas réussi à l'atteindre. Mais Grace y parvint. Pas avec des médicaments ou des thérapies complexes. Avec quelque chose de beaucoup plus simple et pourtant bien plus difficile à trouver. Avec une présence authentique. Avec un amour sans attente. Le lendemain matin, Charles était habillé pour le travail lorsque Grace descendit avec Lucas par la main. Le garçon portait des vêtements simples pour la première fois depuis l'accident. Un t-shirt bleu, un jean et des baskets. Rien de griffé. Rien de spécial. Grace avait demandé à Rebecca de séparer les habits les plus ordinaires de la garde-robe du garçon. « Vous venez avec nous ?» demanda Grace. Charles regarda sa montre à 40 000 $. Il avait une réunion importante dans 1 heure. Des investisseurs japonais volant spécialement de Tokyo pour le rencontrer. Mais lorsqu'il regarda Lucas, la façon dont le garçon tenait la main de Grace avec confiance, quelque chose en lui se brisa. « J'y vais », dit-il en enlevant sa veste. Jennifer était déjà prête, vêtue simplement pour la première fois depuis des années. Pas de bijoux, pas de talons, pas de maquillage excessif. Elle semblait 10 ans plus jeune ainsi. Elle semblait plus réelle. Le chauffeur les conduisit jusqu'au parc public. Lorsque la voiture de luxe s'arrêta dans la rue, plusieurs personnes regardèrent. Charles sentit un malaise remonter le long de sa colonne vertébrale.
Il ne fréquentait pas ce genre d'endroit. Des lieux sans contrôle d'accès, où n'importe qui pouvait se trouver. Grace ouvrit la porte et sortit, tirant Lucas avec elle. Le garçon hésita en voyant la foule. Des enfants courant, criant, riant. Des adultes assis sur les bancs, discutant. Des chiens aboyant. Le bruit du monde réel. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », commença Jennifer, mais Grace l'interrompit du regard. « Faites confiance. » Elles marchèrent dans le parc. Lucas serrait la main de Grace avec force, les yeux écarquillés, essayant de tout assimiler en même temps. Un ballon roula jusqu'à ses pieds. Une petite fille aux cheveux bouclés courut derrière lui, s'arrêta et lui sourit. « Salut. Tu peux me renvoyer le ballon ?» Lucas se figea. Jennifer fit instinctivement un pas en avant, prête à protéger son fils. Mais Grace retint son bras, secouant la tête. « Attends. » Le garçon regarda le ballon. Il regarda la petite fille. Il regarda Grace. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, il renvoya le ballon. La petite fille rit et courut derrière lui, criant un merci par-dessus son épaule. Lucas resta immobile, analysant ce qui venait de se passer. Il avait interagi avec un autre enfant. Et rien de mauvais ne s'était produit. Grace les guida jusqu'à une zone avec des bancs, près d'une aire de jeu. Elle s'assit, et Lucas s'assit à côté d'elle. Charles et Jennifer restèrent debout, tendus, surveillant chacun des mouvements de leur fils. « Vous devez vous asseoir et vous détendre », dit Grace sans les regarder. « Il ressent votre peur. Il ressent la tension. Comment va-t-il apprendre à ne pas avoir peur si ses propres parents sont effrayés tout le temps ?» Les mots étaient durs, mais vrais. Jennifer s'assit la première, se forçant à respirer profondément. Charles la suivit, bien que chaque muscle de son corps fût prêt à agir. C'est alors qu'une femme s'approcha. Elle avait environ 50 ans, des vêtements simples et portait 2 sacs de course. Lorsqu'elle vit Grace, son visage s'illumina. « Grace, ça fait longtemps. Que fais-tu ici ?» Grace se leva et étreignit la femme. « Linda, je suis venue avec un ami spécial. Voici Lucas. » Linda regarda le garçon et sourit avec une sympathie sincère. « Bonjour, Lucas. Ravi de te rencontrer. » Lucas ne répondit pas, mais il ne se cacha pas non plus. Jennifer comprit quelque chose d'important à ce moment-là. La femme ne lui avait pas parlé de manière infantilisante comme le faisaient tous les autres. Elle l'avait traité comme une personne. Avec respect. « Linda travaille au centre communautaire du quartier », expliqua Grace. « Elle coordonne un programme artistique pour les enfants défavorisés. » « Défavorisés ?» répéta Charles, et il y avait un ton dans sa voix qui fit froncer les sourcils à Grace. « Des enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent, monsieur Thompson. Mais qui ont quelque chose que votre fils n'a jamais eu. Ils ont la liberté. » La phrase resta suspendue dans l'air. Charles voulut argumenter, défendre les choix qu'il avait faits, le monde parfait qu'il avait construit. Mais il n'y parvint pas. Car en regardant ses enfants dans l'aire de jeu, sale, bruyant, complètement libre, il réalisa que Grace avait raison. Lucas s'était levé et avait marché quelques pas vers l'aire de jeu. Il observait un groupe de garçons construisant quelque chose dans le sable. Des châteaux imparfaits, des tours bancales, des ponts qui s'effondraient. Et il riait. Riait fort et sans honte. Le garçon fit un pas de plus. Et un autre. Jennifer serra la main de Charles si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Mais elle ne suivit pas son fils. Elle le laissa partir. Lucas s'arrêta au bord du bac à sable. Un des garçons leva les yeux et lui tendit une vieille pelle en plastique. « Tu veux aider ?» Tout le monde retint son souffle. Grace, Linda, Charles, Jennifer. Le temps sembla s'arrêter. Et alors Lucas fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla dans le sable et prit la pelle. Ses mains, qui n'avaient jamais touché la terre, s'enfoncèrent dans le sable grossier et humide. Et quelque chose changea sur son visage. La tension commença à se dissoudre. Pendant les 3 jours suivants, Grace transforma complètement la routine de Lucas. Plus de cours particuliers dans des salles silencieuses. Plus d'horaires stricts contrôlés à la minute. À la place, elle l'emmenait dans des lieux que Charles et Jennifer n'auraient jamais jugés appropriés. Le 2e jour, ils se rendirent à une foire de rue. L'endroit grouillait de monde, d'odeurs de nourriture, de vendeurs criant leurs offres. Jennifer faillit avoir une crise de panique lorsqu'elle perdit Lucas de vue pendant 3 secondes. Mais il allait bien, regardant fasciné un homme faisant des ballons en forme d'animaux. L'homme, un monsieur hispanique avec une moustache grise, remarqua l'intérêt du garçon. « Tu en veux un, champion ?» Lucas acquiesça timidement. L'homme fit un chien bleu et le lui donna. « Tu as un beau sourire. Tu devrais l'utiliser plus souvent. »
Lucas ne sourit pas, mais ses doigts caressèrent le ballon avec une délicatesse qui fendait le cœur. Grace paya l'homme et ils continuèrent leur chemin. Charles les suivait à distance, encore trop élégamment habillé pour ce milieu, recevant des regards curieux. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Charles à Grace lorsqu'ils s'arrêtèrent devant un stand de fruits. « Pourquoi ces endroits? Pourquoi pas quelque chose de plus approprié ?» Grace prit une pomme, l'examina et la remit. « Monsieur Thompson, votre fils n'a pas besoin de lieux appropriés. Il a besoin de lieux réels. Il a vécu 6 ans dans un monde artificiel. Un monde où tout est parfait, propre, contrôlé. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie est désordonnée. Et c'est justement le désordre qui nous apprend à vivre. » Elle prit une autre pomme, celle-ci avec une petite tache, et l'acheta. Elle la donna à Lucas, qui mordit sans hésiter. C'était la première fois qu'il mangeait quelque chose qui n'avait pas été préparé par la nutritionniste particulière de la famille. Le 3e jour, Grace les conduisit au centre communautaire où travaillait Linda. Le bâtiment était ancien, avec de la peinture écaillée et un sol en linoléum usé. À l'intérieur, une quinzaine d'enfants étaient dispersés autour des tables, dessinant, peignant, faisant des collages. La plupart portaient des vêtements rapiécés. Certains avaient des visages marqués par des vies trop difficiles pour leur âge. Lucas s'arrêta à la porte, observant. Grace ne le poussa pas. Elle attendit simplement. Une fille aux cheveux tressés s'approcha. Elle avait au maximum 7 ans, mais ses yeux portaient une sagesse ancienne. « Tu es nouveau ici ?» Lucas regarda Grace, qui hocha la tête pour l'encourager. Il reporta son regard sur la fille et fit quelque chose de surprenant. Il lui montra l'oiseau en bois qu'il portait dans sa poche depuis le 1er jour. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. « C'est magnifique. Je m'appelle Zara. Et toi ?» Le silence qui suivit était attendu. Lucas ne répondit pas. Mais Zara ne sembla pas s'en formaliser. « C'est pas grave si tu ne veux pas parler. Mon cousin ne parle pas beaucoup non plus. Il préfère dessiner. Tu aimes dessiner ?» Lucas réfléchit un instant et acquiesça. Zara prit sa main sans cérémonie et le conduisit à une des tables. Jennifer fit instinctivement un pas en avant, mais Grace retint son bras à nouveau. « Laisse » chuchota-t-elle. Pendant les 2 heures suivantes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucas commença à dessiner. Ce n'étaient pas des gribouillages enfantins sans sens. C'étaient des images détaillées, élaborées. Il dessina le manoir, mais avec les fenêtres fermées. Il se dessina lui-même, petit et seul dans une immense chambre. Il dessina ses parents, mais ils étaient loin, presque hors de la feuille. Linda s'approcha et observa les dessins en silence. Puis, elle s'agenouilla à côté de Lucas. « Tu te sens seul, n'est-ce pas ?» Lucas arrêta de dessiner. Ses mains tremblaient. Et alors, pour la première fois, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses de la nuit. C'étaient les larmes de quelqu'un enfin vu, enfin compris. Jennifer ne put se retenir. Elle courut vers son fils et le serra dans ses bras, pleurant avec lui. Charles resta où il était, les mains dans les poches, la gorge trop serrée pour parler. Il commençait à comprendre l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise. Grace emmena Charles à l'extérieur du centre communautaire. Ils s'assirent sur un vieux banc en bois, sous un arbre qui avait vu des générations entières grandir dans ce quartier. « Tu penses que je suis un père terrible » dit Charles. « Ce n'était pas une question. Je pense que tu es un père qui aime son fils. Mais l'amour sans compréhension est une belle cage. » Charles passa ses mains sur son visage. « Après l'accident, j'ai juré de ne jamais laisser rien de mauvais lui arriver à nouveau. Je pensais que si je construisais un monde parfait, si j'éliminais tous les risques, il irait bien. Mais il n'est pas allé bien, dit Grace doucement, parce que tu ne peux pas éliminer la douleur de la vie. Tu peux seulement apprendre aux gens à y faire face. Comment as-tu appris ça ?» Grace resta silencieuse un long moment. « Quand mon petit-fils a cessé de parler, j'ai fait ce que tu as fait. J'ai couru après les médecins, les réponses, les cures magiques. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas. Je me suis endetté pour essayer de réparer ce garçon. Jusqu'au jour où une voisine très sage m'a dit quelque chose qui a tout changé. » Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Grace, tu es tellement occupée à guérir sa douleur que tu oublies simplement d'être avec lui dans la douleur. Parfois, les enfants n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont besoin qu'on les accompagne. » Les mots frappèrent Charles comme un coup de poing. Il pensa à tous les spécialistes, toutes les thérapies, tous les traitements coûteux. Et il réalisa qu'à aucun moment il ne s'était simplement assis par terre avec Lucas et était resté là. Présent. Sans agenda. Sans essayer de réparer quoi que ce soit. « Je ne sais pas comment faire ça », admit Charles, la voix brisée.
Tu apprends, dit Grace. De la même façon qu'il apprendra à parler à nouveau. Un jour à la fois. À l'intérieur du centre communautaire, Lucas montrait ses dessins aux autres enfants. Zara avait rassemblé un petit groupe autour de lui. Il posait des questions, donnait des avis, suggérait des couleurs. Et Lucas écoutait. Vraiment écoutait. Jennifer observait de loin, émerveillée. Pour la première fois en 3 ans, son fils ressemblait à un vrai enfant. Pas à un patient. Pas à un projet. Un enfant. Linda s'approcha d'elle. Grace m'a parlé de vous. De l'accident. C'était le pire jour de ma vie, dit Jennifer. Voir ma mère mourir. Voir mon fils en être témoin. Et ensuite le silence. Ce silence horrible qui n'est jamais parti. Jusqu'à maintenant. Jennifer regarda Linda. Tu penses qu'il va parler à nouveau? Je pense qu'il le fera quand il sera prêt. Quand il aura quelque chose qu'il voudra vraiment dire. Vous essayez de lui rendre sa voix. Mais Grace fait quelque chose de différent. Elle lui donne une raison de vouloir utiliser cette voix. Les mots avaient un sens que Jennifer ne pouvait pas expliquer. Elle réalisa que tous les traitements se concentraient sur le fait de faire parler Lucas. Aucun ne s'était soucié de créer un monde où il voudrait parler. Cette nuit-là, de retour au manoir, Lucas ne se dirigea pas directement vers sa chambre comme à l'habitude. Au lieu de cela, il marcha jusqu'au salon, où Charles était assis avec un verre de whisky, regardant dans le vide. Le garçon s'arrêta devant son père et tendit un morceau de papier. C'était un nouveau dessin, réalisé au centre communautaire. Il montrait 3 figures. Une femme noire aux cheveux blancs, un petit garçon, et un oiseau volant libre au-dessus d'eux. Charles prit le dessin avec des mains tremblantes. « C'est magnifique, mon fils. » Lucas ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas. Il resta là, immobile, attendant quelque chose. Charles n'était pas sûr de quoi, mais soudain, il sut quoi faire. Il ouvrit les bras. Lucas hésita seulement une seconde avant de se jeter dans les bras de son père. Charles le serra fort, sentant le petit poids réel de son fils contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis l'accident, il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il était simplement père. Grace observait depuis la porte, souriant. Demain serait le 4e jour. Et elle savait exactement ce qu'il fallait faire pour donner à Lucas la dernière pièce du puzzle. La pièce qui lui permettrait de retrouver sa voix. Mais d'abord, elle devait avoir une conversation difficile avec Charles et Jennifer. Une conversation sur une décision qui changerait leur vie à jamais. Une décision qui testerait s'ils avaient réellement appris la leçon. Le matin du 4e jour, Grace réunit Charles et Jennifer dans la salle à manger. Lucas dormait encore, et la maison était silencieuse. Elle posa une simple chemise sur la table en acajou italienne qui valait plus qu'une voiture. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », commença Grace en ouvrant la chemise. À l'intérieur, il y avait des photographies. Des enfants jouant, souriant, mangeant. Tous au centre communautaire. Ces enfants viennent de familles qui peinent à payer leur loyer. Certains n'ont même pas de maison. Mais savez-vous ce qu'ils ont? Ils ont une communauté. Ils ont les uns les autres. Charles regarda les photos sans comprendre où Grace voulait en venir. C'est un très beau travail que vous faites. Je peux faire un don si vous voulez. Je ne veux pas de votre argent, monsieur Thompson. Grace sortit une autre photo. C'était Lucas, dessinant avec Zara et les autres enfants. Son visage avait une expression que ses parents n'avaient pas vue depuis des années. La paix. Je veux votre fils. Jennifer se tendit immédiatement. Que voulez-vous dire? Pas pour toujours. Mais quelques heures par semaine. Je veux que Lucas fréquente le centre communautaire. Pas comme visiteur. Comme faisant partie de la communauté. Je veux qu'il apprenne avec ses enfants. Qu'il joue avec eux. Qu'il soit juste un enfant parmi d'autres enfants. Le silence qui suivit était lourd. Charles se renversa sur sa chaise, réfléchissant à la demande. Jennifer secoua immédiatement la tête. Non, absolument pas. Cet endroit n'a pas de sécurité adéquate. Il n'y a pas de supervision professionnelle. Il n'y a pas de cage, interrompit Grace. Et c'est exactement pour cela que votre fils doit être là. Charles leva la main, demandant le silence. Supposons que je considère cela. Que attendez-vous exactement qu'il se passe? J'espère qu'il retrouvera ce qu'il a perdu. Un but. Une connexion. Une raison de vouloir communiquer avec le monde. Grace se pencha en avant. Avez-vous remarqué que Lucas a plus d'énergie ces 3 derniers jours que ces 3 dernières années? Avez-vous remarqué qu'il dort mieux? Qu'il mange mieux? Ce n'est pas une coïncidence. Jennifer voulait discuter,
mais ne pouvait nier l'évidence. Lucas était différent. Plus présent. Plus vivant. Et s'il fait une crise? Demanda Jennifer, la voix brisée. Et si quelque chose se passe et que je ne suis pas là? Alors Linda sera là. Je serai là. Et il apprendra qu'il peut survivre sans vous pendant quelques heures. Ce n'est pas un abandon, Jennifer. C'est la liberté. La discussion dura plus d'1 heure. Charles posait des questions pratiques sur la sécurité, les horaires, les responsabilités. Jennifer posait des questions émotionnelles sur la séparation, les risques, les peurs. Grace répondait à tout avec patience, mais aussi avec fermeté. Finalement, Charles prit la décision. Nous avons essayé à notre façon pendant 3 ans et avons échoué. Vous êtes là depuis 4 jours et mon fils est déjà une autre personne. Je vais vous faire confiance. Mais, il leva un doigt, à une condition. Je veux être là. Sans interférer. Juste observer. Grace acquiesça. Mais vous allez travailler aussi. Je ne vais pas laisser un milliardaire rester les bras croisés pendant que tout le monde sue. Pour la première fois depuis des jours, Charles sourit. Un petit sourire, mais sincère. Cet après-midi-là, Grace ramena Lucas au centre communautaire. Mais cette fois, elle avait un plan spécifique. Linda avait préparé quelque chose de spécial. Une présentation pour les parents des enfants. Un petit spectacle où chaque enfant montrerait un talent. Lucas ne savait rien de tout cela en arrivant. Il alla directement à la table des arts, où Zara l'attendait déjà. La fille était devenue sa première véritable amie. Aujourd'hui est un jour spécial, annonça Zara, excitée. Nous allons montrer à nos parents ce que nous avons appris. Moi, je vais chanter une chanson. Et toi? Lucas se figea. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Il regarda Grace, qui parlait avec Linda de l'autre côté de la salle. Elle avait prévu cela. Elle savait que cela arriverait. Zara remarqua sa peur. Tu n'as pas besoin de parler. Tu peux juste montrer tes dessins. Ils sont magnifiques. Mais Lucas secoua la tête. Quelque chose en lui changeait. Quelque chose se réveillait. Pour la première fois en 3 ans, il voulait faire quelque chose. Il voulait participer. Mais la peur était trop grande. Grace s'approcha comme si elle avait senti son conflit intérieur. Elle s'agenouilla et saisit doucement son visage. Sais-tu ce que font les oiseaux quand ils sont prêts à voler? Lucas la regarda, attendant. Ils ont peur. Très peur. La première fois qu'ils quittent le nid, ils pensent qu'ils vont tomber. Et tu sais quoi? Parfois, ils tombent. Mais ils reprennent toujours leur envol. Parce qu'ils sont nés pour ça. Elle sortit de sa poche l'oiseau en bois et le posa dans sa main. Toi aussi, tu es né pour ça. Pour avoir une voix. Pour être entendu. La question est, es-tu prêt? Lucas regarda l'oiseau. Il regarda Ara, qui souriait avec encouragement. Il regarda les autres enfants, qui observaient maintenant avec espoir. Puis il regarda ses parents, qui venaient d'arriver. Jennifer était nerveuse, se tordant les mains. Charles était rigide, mais quelque chose de différent brillait dans ses yeux. L'espoir. Il croyait en lui. La présentation commença. Un enfant récita un poème. Un autre fit du jonglage avec de vieilles balles de tennis. Zara chanta une chanson sur les arcs-en-ciel avec une voix fausse mais pleine de joie. Et puis ce fut le tour de Lucas. Linda l'appela. « Lucas, aimerais-tu partager quelque chose avec nous ?» Le garçon resta assis, paralysé. 30 personnes le regardaient. 30 pères Dieu attendant. Le silence était assourdissant. Jennifer commença à se lever, prête à le sortir de cette situation, mais Charles lui prit la main. « Attends. » Grace ne s'approcha pas de Lucas. Elle ne le poussa pas. Elle ne le sauva pas. Elle resta simplement là, croyant. Lucas se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Il marcha jusqu'au devant de la salle avec l'oiseau en bois serré dans sa main. Il resta là, petit et vulnérable, devant tout le monde. Et puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il ne montra pas de dessin. Il ne fit aucun geste. À la place, il ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit au début. Juste de l'air. Mais il essaya de nouveau. Et encore. La salle entière resta dans un silence absolu. Jennifer avait des larmes coulant sur son visage. Charles était penché en avant, respirant à peine. Lucas regarda directement Grace. Et avec un effort qui semblait déplacer des montagnes, il murmura un seul mot. Le premier mot depuis 3 ans. Merci. La voix était rauque, brisée, à peine audible. Mais elle était là. Réelle. Vraie. Le centre communautaire éclata en applaudissements. Les enfants sautèrent de leurs chaises en criant.
Linda pleurait. Zara courut et serra Lucas dans ses bras, si fort qu'elle faillit le faire tomber. Mais Grace ne bougea pas. Elle sourit simplement, les larmes coulant librement sur son visage. Parce qu'elle savait que ce mot n'était pas seulement de la gratitude. C'était la libération. C'était la renaissance. C'était un garçon retrouvant sa voix parce qu'il avait enfin trouvé une raison de l'utiliser. Jennifer courut et serra son fils, sanglotant. Charles les rejoignit et les enveloppa tous deux dans ses bras. Pour la première fois en 3 ans, ils formaient une vraie famille. Pas parfaite, pas sans problème, mais réelle. Enfin réelle. Lucas leva les yeux depuis l'étreinte de ses parents et croisa le regard de Grace. Il sourit. Un petit sourire, mais sincère. Et Grace sut que son travail était accompli. Cette nuit-là, lorsqu'ils rentrèrent au manoir, quelque chose avait changé de façon permanente. Lucas ne monta pas en courant dans sa chambre. Il resta dans le salon avec ses parents. Et lorsque Charles demanda s'il voulait dîner, Lucas répondit « Oui ». Un mot. Mais c'était le début de tout. 3 mois plus tard, le manoir Thompson semblait identique de l'extérieur. Les mêmes murs blancs, le même jardin impeccable, les mêmes fontaines en marbre. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Les portes qui restaient auparavant fermées étaient maintenant ouvertes. Les rideaux qui bloquaient la lumière naturelle avaient été remplacés par des rideaux plus légers. Et le silence étouffant qui dominait chaque pièce avait laissé place au son de la vie. Des rires. Des conversations. Même quelques disputes normales entre parents et fils. Lucas parlait maintenant. Pas constamment, pas sans effort, mais il parlait. Ses premières semaines furent difficiles. Chaque mot demandait de la concentration, chaque phrase était un défi. Mais Grace avait raison. Lorsqu'il trouva une raison de parler, les mots commencèrent à couler naturellement. Il fréquentait le centre communautaire 3 fois par semaine. Pas comme le fils du milliardaire. Juste comme Lucas. Encore un enfant parmi d'autres enfants. Il avait maintenant des amis. Zara était la plus proche, mais il y en avait d'autres. Des enfants qui lui apprirent à jouer au football dans la rue, à échanger des autocollants, à faire des blagues stupides. Jennifer avait également fait des changements drastiques. Elle avait arrêté les anxiolytiques. Elle commença à travailler comme bénévole au centre communautaire, utilisant ses compétences d'avocate pour aider des familles avec des questions légales. Pour la première fois depuis des années, elle avait un but au-delà d'être mère. Et elle découvrit que cela faisait d'elle une meilleure mère. Charles réduisit sa charge de travail. Il dirigeait toujours l'entreprise, il était toujours milliardaire, mais il quittait maintenant le bureau à 5 heures de l'après-midi. Il dînait en famille, jouait avec Lucas. Et tous les jeudis, il allait au centre communautaire, non pas comme donateur, mais comme bénévole. Il enseignait aux enfants plus âgés les bases de la finance, comment économiser de l'argent, comment gérer un budget. Des choses pratiques que personne ne leur avait apprises. La première fois qu'il y alla, les enfants le regardèrent avec méfiance. L'homme riche en costume cher essayant de s'approcher d'eux. Mais Charles retira sa veste, remonta ses manches et demanda « Qui veut apprendre à transformer un dollar en 2 ?» Toutes les mains se levèrent. Grace restait le pilier central. Elle ne vivait pas au manoir, ayant refusé toutes les offres de Charles pour la récompenser correctement. Mais elle venait en visite. Prenait le thé avec Jennifer. Jouait aux échecs avec Charles. Et avait toujours du temps pour Lucas. Un samedi après-midi, Grace emmena Lucas visiter son propre quartier pour la première fois. C'était un endroit simple, maison petite, rue non asphaltée. Sa maison avait 2 minuscules chambres, une cuisine de la taille du placard de Lucas, et un salon qui servait à tout. Lucas entra et regarda autour de lui avec curiosité. Il n'y avait pas de dédain dans ses yeux. Juste un intérêt sincère. Il vit les photos au mur. Grace avec ses 7 enfants. Grace avec le petit-fils qu'elle avait perdu. Grace jeune, belle et pleine de rêves. « Tu habites ici seule ?» demanda Lucas. Sa voix était maintenant plus forte, plus confiante. « Oui. Mes enfants ont grandi, ont leur propre famille. Mais ils rendent visite. Et j'ai mes voisins. Ma communauté. » Grace sourit. « Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Juste assez pour ce qui compte. » Lucas réfléchit à cela. Il pensa à sa maison immense, où il se sentait perdu auparavant. « J'ai préféré ta maison quand on a commencé à vraiment l'utiliser, » dit-il. Quand elle a cessé de ressembler à un musée. Grace rit. Ce rire profond et sincère que Lucas avait appris à aimer. Les maisons sont faites pour vivre, pas pour impressionner. Ils burent de la limonade maison sur la minuscule véranda. Des voisins passaient et saluaient Grace. Certains s'arrêtaient pour discuter. Tous connaissaient maintenant Lucas.
Le garçon qui avait retrouvé sa voix. Grace, dit Lucas après un long silence, pourquoi m'as-tu aidé? C'était une question qu'il gardait depuis des mois. Grace posa son verre et regarda l'horizon. Quand mon petit-fils a cessé de parler après avoir perdu ses parents, je ne savais pas quoi faire. J'ai tout essayé. Mais rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose d'important. J'essayais de réparer son silence, mais je n'écoutais pas ce que le silence disait. Que disait-il? Qu'il était seul. Qu'il avait peur. Qu'il avait besoin de savoir que le monde avait encore des choses bonnes, même après tant de malheurs. Grace regarda Lucas. Quand j'ai entendu parler de toi, j'ai vu mon petit-fils. J'ai vu un enfant perdu dans un monde qui ne comprenait pas sa douleur. Et j'ai pensé, peut-être que je peux faire pour lui ce que j'ai enfin appris à faire pour mon petit-fils. Et ça a marché? Avec ton petit-fils? Grace sourit, mais ses yeux étaient tristes. Ça a marché. Il a recommencé à parler. Il a recommencé à vivre. Aujourd'hui, il a 17 ans, il est en terminale et veut devenir professeur. Elle fit une pause. Et je ne me suis jamais pardonné d'avoir mis autant de temps à comprendre ce dont il avait besoin. C'est pourquoi, quand j'ai entendu parler de toi, je savais que je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas laisser un autre enfant souffrir alors que je connaissais le moyen d'aider. Lucas resta silencieux, réfléchissant. Puis il fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il serra Grace dans ses bras. « Tu as sauvé ma vie. » « Non, mon chéri. C'est toi qui as sauvé ta propre vie. J'ai seulement montré le chemin. » 6 mois après le premier jour de Grace au manoir Thompson, le centre communautaire organisa une fête d'anniversaire. Ce n'était l'anniversaire de personne en particulier. C'était une célébration de la communauté, des réussites, de la vie. Lucas aidait à décorer quand Zara arriva en courant. « Lucas, viens voir ce que Linda a fait. » Il la suivit jusqu'à la cour arrière. Là, peint sur le vieux mur, il y avait une immense fresque. Elle montrait des enfants de toutes couleurs, taille et origine. Et au centre, volant au-dessus de tous, il y avait un oiseau. Un oiseau libre, ailes ouvertes, volant vers le soleil. « C'est toi, » dit Zara en pointant. « Linda a dit que tu nous avais appris que tout le monde peut voler, peu importe d'où il vient. » Lucas sentit une boule dans la gorge. Il regarda autour de lui. Il vit les enfants qui étaient devenus ses amis. Il vit Linda, qui était devenue comme une tante. Il vit ses parents, qui avaient enfin appris à être de vrais parents. Et il vit Grace, observant tout avec ce sourire sage qu'il connaissait si bien. « Je veux faire un discours, » annonça Lucas soudain. Tout le monde se tut. Linda prit une chaise et la plaça au centre de la cour. Lucas monta dessus, le cœur battant vite, mais pas de peur. D'émotion. « Il y a 6 mois, commença-t-il, sa voix claire maintenant, je ne parlais pas. Je vivais dans une grande et belle maison, mais j'étais prisonnier. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la douleur. Prisonnier de personnes qui m'aimaient mais ne savaient pas comment m'atteindre. » Jennifer essuya ses larmes. Charles passa son bras autour d'elle. Puis Grace est apparue. Et elle n'a pas essayé de me réparer. Elle m'a emmené dans le monde. Elle m'a montré que la vraie vie ne se passe pas dans des endroits sûrs et parfaits. Elle se passe dans des lieux désordonnés, bruyants, réels. Il regarda Grace. Elle m'a appris que les oiseaux naissent pour voler. Et que parfois, il suffit que quelqu'un nous le rappelle. Il fit une pause, rassemblant son courage pour la partie la plus difficile. J'ai appris que la richesse ne réside pas dans l'argent que l'on possède. Elle réside dans combien de personnes se soucient de toi quand tu pleures. Combien de mains te tiennent quand tu as peur. Combien de cœurs battent avec le tien quand tu arrives enfin à parler. Les gens commencèrent à applaudir, mais Lucas leva la main. Je veux juste dire une chose. À vous tous qui m'avez accepté, qui avez joué avec moi, qui n'avez pas fait attention au fait que j'étais différent, qui m'avez appris à redevenir un enfant. Sa voix devint plus douce. Merci. Vous m'avez donné la chose la plus précieuse au monde. Vous m'avez rendu ma voix. Le centre communautaire éclata en applaudissements. Les enfants coururent pour étreindre Lucas. Grace resta là, pleurant ouvertement, sans honte. Cette nuit-là, au manoir Thompson, la famille dîna ensemble. Lucas raconta des histoires sur sa journée. Jennifer rit sincèrement. Charles fit de mauvaises blagues. C'était une scène simple, quotidienne, normale. C'était tout ce dont ils avaient toujours eu besoin. Avant de dormir, Lucas alla dans la chambre de Grace, qui avait accepté de rester pour le week-end. Elle était assise sur le lit, lisant un vieux livre. Grace. Oui, mon chéri. Tu vas rester pour toujours. Grace ferma le livre. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi.
Mais tu n'as plus besoin de moi tous les jours. Tu as ta famille, tes amis, ta voix. Lucas acquiesça, comprenant. Je peux garder l'oiseau. Il a toujours été à toi. Lucas sourit et alla dans sa propre chambre. Il posa l'oiseau en bois sur la table de chevet, à côté d'une photo de lui avec Zara et d'autres enfants du centre. Cette nuit-là, il dormit profondément. Pas de cauchemar. Pas de peur. Juste un garçon reposant après une journée bien vécue. Et si quelqu'un entrait dans la chambre et regardait attentivement, il verrait quelque chose de magique. Au milieu de la nuit, sous la douce lumière de la lune, l'oiseau en bois sur la table semblait presque prêt à voler. Parce que certaines histoires n'ont pas de fin. Elles continuent simplement, jour après jour, mot après mot, vol après vol. Et l'histoire de Lucas ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre interaction fait toute la différence et nous aide à continuer à raconter des histoires qui touchent le cœur. À la prochaine fois.